Est-ce que vous avez essayé de faire le contrôle vous-même en respectant 1h30? Oui. Et vous avez quelle note? 20, car monsieur, il y a beaucoup de questions répétées. Ah, c'est très bien. Donc, Inch'Allah, vous allez avoir 20 à l'examen. Inch'Allah. Inch'Allah, bihamdillah. Quels sont les autres qui ont fait le contrôle? Voilà, donc on va commencer. J'espère que vous avez devant vous les énoncés des exercices, le rattrapage 2020. Et donc, la première question, je pense qu'on l'a déjà faite. On donne le début de l'algorithme d'Euclide pour calculer le plus grand diviseur commun de A et B. Donc, on vous donne les premières divisions. La division de A par B, ensuite de B avec le reste, 969, et on vous donne le reste de la division, c'est 247. Donc, celui qui connaît l'algorithme d'Euclide, il va continuer cet algorithme-là. Donc, il va faire la division euclidienne de 969 par 247 et jusqu'au dernier reste non nul qui va être 19. Et donc, le plus grand diviseur commun, ça va être 19. Donc, le principe de l'exercice, c'était de comprendre que ça, c'est le début de l'algorithme d'Euclide. Et pour le savoir, il faut faire attention au reste, parce que le reste doit être toujours inférieur au dividende. Donc, la première, vous avez A égale BU plus 969, et on remarque que 969, c'est bien le reste de la division, parce qu'il est inférieur strictement. Il fallait le dire au départ. Voilà, donc pour la question 1, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Donc, si vous n'avez pas de remarques, on passe à la question 2. Et là aussi, vous avez l'habitude, on l'a déjà fait, un exercice de ce genre-là, le plus grand diviseur commun d'un nombre sous forme de puissance, avec 18. Donc, on fait l'algorithme d'Euclide. Et pour faire l'algorithme d'Euclide, on a besoin de faire la division de A par 18. Ce que nous avons besoin, c'est le reste seulement. Donc, pour trouver le reste, il faut faire la congruence de A modulo 18 et trouver un nombre, bien sûr, inférieur à 18. Et donc, bien sûr, vous avez l'habitude maintenant, vous commencez par 7 au carré, 7 au cube modulo 18 et le congru à 1. Donc, une fois que vous trouvez 1 ou moins 1, vous passez à des grandes puissances. Et donc, on trouve que A, il est congru à 11, c'est 11 et 2, c'est 13. Et donc, vous avez 11 plus 1, c'est 12. Donc, la congruence de A, c'est 12, modulo 18. Modulo 18. Voilà. Et donc, c'est le reste qu'on cherche. Ensuite, il faut continuer la division de 18 par 12. Donc, on trouve à la fin que le plus grand diviseur commun, c'est 6. Donc, là aussi, nous avons l'habitude de faire de tels calculs. Donc, j'espère que vous avez compris l'idée. Sinon, vous posez une question. J'ai compris, monsieur. Très bien. Alors, maintenant, on passe à la question 3. La question 3, c'est une équation diophantienne. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la réponse? N'admet pas de solution, car le PGCD de 26 et 39 égale à 13. Et 13 Oui, ne oui, divise pas à 18. 18, voilà. Donc, là, il suffit de remarquer dès le départ que cette équation n'admet pas de solution parce que le plus grand diviseur commun des deux coefficients de l'équation ne divise pas le second membre, 18. 13 ne divise pas 18 et donc cette équation n'admet pas de solution.
Vous pouvez faire un exercice vous-même en changeant 18 par 13, si vous voulez. Si vous changez 18 par 13, vous pouvez faire continuer vous-même. Vous divisez par 13, vous allez avoir 2x plus 3y est égal à 1. Vous cherchez une solution particulière, vous continuez votre résolution. Mais pour cette question, il n'y a pas de solution. Alors ensuite, on passe à la question 4. Donc là aussi, vous avez l'habitude de faire de tels exercices. On suppose que FGF, elle est injective. Et donc, s'il est injectif, c'est le terme à droite qui est injectif. Donc, vous pouvez dire que F, elle est injective et que G en F, elle est injective. Dire que GFG, elle est surjective, c'est le terme à gauche qui est surjectif. Donc, vous pouvez dire que G, elle est surjective ou que G en F, elle est surjective. Donc, en regroupant les deux données, on trouve que G en F, elle est à la fois injective et elle est surjective. Donc, elle est bijective. Et donc, c'est la réponse B, parce que la question, quelle est l'application qui est nécessairement bijective? Et alors, c'est G en F qui est nécessairement bijective. Alors, comme je le dis toujours, pour moi, l'étudiant, s'il comprend ces petites idées, c'est suffisant pour le moment. Parce que les mathématiques, c'est fait de petites idées. Avec les petites idées, on forme les grandes idées. Donc, il faut juste comprendre les petites idées. Et à ce moment-là, vous serez capable de comprendre des choses plus difficiles. Plus difficile. Oui. Donc, ça, c'était la question 4. On va faire la question maintenant 5. Et donc, lorsqu'on parle d'une relation d'ordre, il faut oublier la relation d'ordre naturelle. C'est-à-dire qu'il faut regarder l'ordre qu'on vous donne. Et donc, la n, elle est ordonnée de cette manière. C'est-à-dire que c'est un ordre qu'on a fabriqué. Ce n'est pas l'ordre naturel. Donc, quand vous remarquez, les nombres pairs sont tous inférieurs aux nombres impairs. Les nombres impairs, ça commence par 1, c'est le plus grand élément, et ça descend. Les nombres pairs, ça commence de 0 et ça croît vers l'infini. Donc, c'est différent de l'exercice qu'on a fait le mardi. Donc, ici, il y a les nombres impairs qui décroissent indéfiniment, mais qui sont minorés par les nombres pairs. Les nombres pairs, ils croissent indéfiniment, mais ils sont majorés par les nombres impairs. Donc, avant de voir la question, regardons un petit peu cet ordre-là. Donc, cet ordre-là, il y a un plus grand élément, c'est 1. C'est un ordre qui est total, parce que deux éléments quelconques, on peut les comparer. Il y a un plus petit élément, c'est 0. Mais si vous regardez les nombres impairs, ils sont minorés, mais ils n'admettent pas une borne inf. Parce que quels sont les minorants des nombres impairs? Ce sont les nombres pairs. Et le nombre pair, il n'y a pas un plus grand nombre pair dans cet ordre-là. Donc, les nombres impairs, ils sont minorés, mais il n'y a pas de plus grand minorant. Donc, il n'y a pas de borne inf. Les nombres pairs, ils sont majorés, mais il n'y a pas un plus petit majorant. Donc, les nombres pairs n'admettent pas une borne sup. Donc, c'est comme ça que vous pouvez manipuler les différentes définitions que nous avons vues dans le cours. Très bien. Donc, c'est ça l'ordre qu'on vous donne. Il faut bien le saisir. Ensuite, on vous donne deux parties. On vous donne L, qui est formée par les puissances de 6. Et donc, les puissances de 6 sont tous des nombres pairs. Donc, ils sont situés à gauche. K, c'est des puissances d'un nombre impair. Donc, ils sont situés à droite. Donc, on va voir les réponses. K admet une borne inférieure. Ce n'est pas vrai. Parce que K, il admet une infinité de minorants. Mais ces minorants-là,
n'admettent pas un plus grand élément. Donc, il n'y a pas de borne 1 pour K. L admet une borne supérieure. Là aussi, L, c'est formé de nombres pairs, c'est des puissances de 6. Ils sont majorés, mais les majorants, il n'y a pas un plus petit majorant. Donc, il n'y a pas de borne supérieure. K n'est pas minoré. Alors, K, il est minoré en fait par tous les nombres pairs. Donc, la réponse, elle est fausse. K n'est pas, il est minoré. Ce n'est pas minoré. 3 est un élément maximal de K. Qu'est-ce que vous dites de cette réponse? 3 est un élément maximal. Vrai. C'est vrai. Oui. Si vous regardez dans la ligne supérieure, vous remarquez que 3 se trouve le plus grand élément dans K. C'est même le plus grand élément de K. 3, il est supérieur à 3 carré, supérieur à 3 au cube, et ainsi de suite. Donc 3, c'est un élément maximal. En fait, c'est le plus grand élément de K. Parce que le plus grand élément, c'est toujours un élément maximal. Mais un élément maximal n'est pas un plus grand élément. Parce qu'un élément maximal, on suppose qu'il n'y a aucun élément qui est supérieur à lui. C'est tout. Mais un plus grand élément, on suppose que le plus grand élément, il est supérieur à tous les éléments de la partie considérée. Et donc, on a trouvé la réponse correcte, c'est que 3 est un élément maximal de K. Donc, pour trouver la bonne réponse, il faut bien imaginer l'ordre qu'on vous donne. Il ne faut pas le mélanger avec l'ordre naturel. Donc, c'est ça la question 5. La question 6, c'est il suffit d'appliquer les formules qu'on vous a données dans le cours. Vous avez à compter toutes les applications qui vont de P de E dans E. Et donc, l'ensemble de toutes les applications qui vont de P de E dans E, c'est le cardinal de E à la puissance cardinale de P de E. Voilà, cardinal de E, c'est 3, cardinal de P de E, c'est 2 à la puissance 3. Donc, ça veut dire que c'est 3 à la puissance 8. Et 3 à la puissance 8, si vous calculez, c'est 6561. Voilà. Maintenant, on va passer à la question 7. Monsieur, vous pouvez répéter cette question-là? Oui, la question 6. Oui. Alors, d'une façon générale, vous avez un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. Et vous voulez connaître le nombre de toutes les applications possibles entre ces deux ensembles. Nous avons une petite formule dans le cours qui vous dit que le nombre d'applications entre deux ensembles, c'est le cardinal de l'ensemble d'arrivée à la puissance, le cardinal de l'ensemble de départ. Ici, l'ensemble d'arrivée, c'est E, le cardinal, c'est 3, et le cardinal de P de E, vous le connaissez, c'est 2 à la puissance 3. Donc, vous appliquez la formule, c'est 3 à la puissance 2 à la puissance 3. C'est 2 à la puissance 3, c'est 8. Donc, le cardinal de toutes les applications qui vont de P de E dans E, c'est 3 à la puissance 8. Donc là, il suffit de connaître deux formules, le nombre d'applications entre deux ensembles et le cardinal de P de E. Si vous connaissez ces deux petites formules, vous pouvez calculer le cardinal qu'on vous donne. Est-ce que vous avez compris? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Maintenant, on passe à la question 7. Là aussi, vous avez... Mais pourquoi dans la correction, vous avez fait le cardinal est 24? Vous avez fait les nombres des choix, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3. Vous parlez de la question 6? Oui.
La question 6, je regarde la réponse. La question 6, où est-ce qu'elle est? C'est 3 à la puissance 8. C'est ça ce qui est écrit dans la page 8. Vous regardez la réponse, c'est écrit, c'est 3 à la puissance 8. Il n'y a pas 2 fois 2. Peut-être vous avez mélangé la page. La page 4. Non, la page 8. Nous sommes à l'exercice 6. Et la réponse, ça se trouve dans la page 8. Vous avez mélangé peut-être les pages. Oui, C'est oui, le- il a mélangé les pages. C'est le rattrapage 2020. D'accord, merci. De rien. Et maintenant, la question 7. Alors là, pour la question 7, il suffit de traduire A implique B par non A ou B. C'est ça l'astuce. Chaque fois que vous avez à traduire une implication, A implique B, c'est non A ou B. Donc la proposition qu'on vous donne, c'est R implique, entre parenthèses, S implique T. Donc pour trouver un équivalent, il faut traduire. Donc c'est non R ou S implique T. Et S implique T, c'est non S ou T. Donc vous avez la réponse, la page 7, c'est bien écrit. Donc c'est non R ou non S parce que ou, elle est commutative et associative. Donc vous pouvez jouer. Une fois que vous avez traduit l'implication par des ou, vous pouvez jouer quand vous voulez. Donc vous avez non R ou non S ou T. Et donc je mets entre parenthèses non R ou non S. Et vous avez la négation de R et S, parce que la négation de R et S, c'est non R ou non R. Et donc, on trouve que l'équivalent, c'est R et S implique T. C'est-à-dire que c'est la réponse B. Donc là aussi, il suffit de connaître Il suffit de connaître, comme je l'ai dit, l'équivalent de A implique B. Pour ne pas mélanger, pour ne pas faire d'erreur, la traduire directement par non A ou B. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, on passe à la question 8. Alors, dans la question 8, vous avez A, c'est 1, 2, 3, 4, et E, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est une équation très simple, c'est A union X égale à E. Donc, on cherche quelles sont les parties qui vérifient cette relation. A union X égale à E. Donc, puisqu'on veut arriver à E, il faut ajouter tous les éléments qui n'appartiennent pas à A. Donc, les éléments qui n'appartiennent pas à A, il y a au moins 5, 6, 7. Donc, X, obligatoirement, il doit contenir 5, 6, 7. Donc, ça, c'est une partie qui doit être dans X, nécessairement. Sinon, la réunion ne peut pas être égale à E. Mais, dans X, on peut ajouter une partie de A. Parce qu'une partie de A, ça va n'ajouter rien. Donc, vous avez A union X. Qu'est-ce qu'il doit avoir dans X? Dans X, on doit avoir nécessairement 5, 6, 7. Ça, il n'y a pas de choix. Ce qu'on peut choisir, c'est on peut ajouter quelques éléments de A, parce que dans la réunion, ça ne va pas apparaître. Et donc, on peut ajouter à 5, 6, 7 n'importe quelle partie de A. Et A, il contient 4 éléments. Vous pouvez ajouter l'ensemble vide, vous pouvez ajouter des singletons, des paires. Donc, le nombre de solutions, ça va dépendre du nombre de parties qui se trouvent dans A. Parce que n'importe quelle solution X, il s'écrit comment? Il s'écrit entre parenthèses 5, 6, 7, virgule, vous pouvez ajouter quelques éléments de A. C'est ça les solutions que vous pouvez donner à cette équation-là. Et donc là, on vous demande seulement le nombre de solutions de cette équation. Donc, le nombre de solutions, ça va être exactement cardinal de P de A. C'est-à-dire que c'est 2 à la puissance 4. C'est 16.
Est-ce que vous avez compris ou bien vous voulez d'autres explications? Oui, c'est compris. Très bien. Oui, Donc, monsieur, oui. si vous avez compris cette équation, on peut parler d'une autre équation. Au lieu de union, on met inter. A inter x égale à E. Non, ça ne peut pas être égal à E. Parce que l'intersection, Parce que E n'est pas inclus dans A. voilà, ce qu'on peut mettre, c'est une partie qui doit être contenue. Lorsqu'on parle de l'intersection, il faut une partie qui soit contenue dans A. Par exemple, N2. A inter x égale à N2. Donc, si on parle de cette équation, ça c'est hors question. A inter x égale N2. Donc, x, comment on va l'avoir? Donc, nécessairement, x doit contenir N2, parce que ça appartient à l'intersection. L'intersection, il est contenu dans A et dans x. Donc, on va avoir N2, nécessairement, et on peut ajouter des éléments qui n'appartiennent pas à A, pour ne pas rentrer dans l'intersection. C'est-à-dire, on peut 5, ajouter... 6, 7. Oui? 3, 4. C'est-à-dire, on peut ajouter des éléments qui n'appartiennent pas à A, comme 5, 6 et 7. C'est-à-dire, si vous mettez l'équation A inter x égale N2, donc x doit contenir N2, nécessairement, et peut contenir n'importe quelle partie du complémentaire de A. Le complémentaire de A, c'est 5, 6, 7. Donc, vous ajoutez 5, 6, 7 ou une partie de 5, 6, 7. Si vous mettez l'intersection avec A, ça ne va pas apparaître. On va avoir toujours N2. Et donc, quel est le nombre de solutions si on met A inter x est égal à N2? C'est exactement 2 à la puissance 3. C'est 2 à la puissance 3. Exactement. Maintenant, si vous avez une équation du type A delta x égale à B, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de solutions ou une solution unique? Monsieur, quelle est l'équation A delta x égale à B? E Ouais. est égal à E. A delta x égale à B. Quelles sont les solutions pour x? Alors, je vous aide parce que delta, c'est une loi de groupe. N'oubliez pas que delta est une loi de groupe. Comme si je vous dis x plus 3 égale à 5. Combien de solutions? L'équation x plus 3 égale à 5. Il est unique. C'est 2. Là aussi, delta, c'est une loi de groupe. Si vous mettez A delta x égale à B, il suffit de composer, c'est-à-dire le symétrique de A, c'est A, parce que A delta A, c'est l'ensemble vide. Et donc, x, c'est égal à A delta B. Il y a une solution unique qui est A delta B. C'est ça la solution unique. Si vous mettez, au lieu de la réunion, vous mettez delta. Oui. Monsieur, il est unique, monsieur. Oui, si vous mettez delta. Parce que delta, c'est une loi de groupe. Et lorsque vous mettez dans un groupe X étoile A est égal à B, la solution, elle est unique. C'est quoi la solution de X étoile A égale à B? C'est B étoile A moins 1. Dans un groupe, si vous mettez une équation du type X étoile A égale à B, parce que A admet un symétrique, c'est A'. Vous composez à droite par A', vous allez avoir X est égal à B étoile A'. Dans un groupe, la solution d'une équation de ce genre-là, elle est unique. C'est quoi le mot de passe? Et donc, vous avez une équation, lorsque vous avez delta, la solution, elle est unique. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Oui? C'est pour A inter x égale à 1, 2. Oui. Pourquoi on dit 2 à la puissance 3? Voilà. Alors, il faut voir x comment il va être composé. Donc, puisque l'intersection doit être contenue dans x, c'est 1, 2. Donc, x, il contient nécessairement 1, 2. Vous êtes d'accord? Oui.
Oui. Mais je peux ajouter des éléments qui n'appartiennent pas à A. Je peux ajouter dans X des éléments qui n'appartiennent pas à A. Parce que lorsque vous allez mettre l'intersection, ça ne va pas C'est-à-dire des changer. parties de E. Oui? Des parties de E. Non, vous pouvez ajouter seulement une partie du complémentaire de A. Lorsque Ah. vous écrivez X égale, vous mettez X égale 1, 2, nécessairement, et je peux ajouter à 1, 2 des éléments qui n'appartiennent pas à A, c'est-à-dire qui appartiennent au complémentaire de A. Ah, j'ai compris. Voilà. Et le complémentaire de A, il contient 3 éléments. Donc, n'importe quelle partie de 5, 6, 7, donc par exemple, une solution X, vous mettez 1, 2 et vous mettez 5, 6. Ça, c'est une solution. Vous prenez X égale 1, 2 et 7. C'est une solution. Parce que lorsque vous mettez l'intersection avec A, qu'est-ce qu'on voit? Seulement 1, 2. L'élément qui appartient au complémentaire de A ne va pas rentrer dans l'intersection avec A. J'ai compris. Voilà, c'est bien. Merci. Donc, ça, donc ce sont des types d'équations, bien sûr, qui ne sont pas ordinaires, mais on peut les rencontrer dans un certain niveau. Alors maintenant, on va passer à la question 9. Et vous avez une propriété vérifiée par une partie A de R. C'est ce que vous allez... C'est-à-dire, on l'appelle une partie ouverte. Je ne sais pas si vous l'avez fait en analyse. Qu'est-ce que c'est qu'une partie ouverte? Mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la propriété P. Alors, la propriété P, ça veut dire quel que soit X appartient à A, il existe Y positif, tel que l'intervalle X moins Y, X plus Epsilon, il est contenu dans A. La négation, c'est mécanique. C'est une opération mécanique. Quel que soit, ça devient il existe. Il existe, ça devient quel que soit. Maintenant, on vient à la proposition X moins Y, X plus Y contenu dans A. Quelle est la négation? Ce n'est pas contenu. La négation de contenu n'est pas contenu. Qu'est-ce que ça veut dire n'est pas contenu? Ça veut dire qu'il existe un élément de l'intervalle qui n'appartient pas à A. Ou bien il existe un élément de A, il existe un élément qui n'appartient pas à A, qui appartient à l'intervalle. Donc, tout le secret, il s'agit de bien traduire non inclus. Donc, non inclus, ça veut dire qu'il y a un élément qui appartient à l'intervalle et qui n'appartient pas à A. Qu'est-ce que ça veut dire appartient à l'intervalle? Ça veut dire Y moins X strictement inférieur à Y. Mais cet élément ne doit pas appartenir à A. Et donc, la proposition qui correspond à ça, c'est E. Il existe X, quel que soit Y, il existe Y qui n'appartient pas à A, qui appartient à l'intervalle. C'est ça non-inclusion. Est-ce que vous avez des remarques? Non, c'est compris. Pourquoi la proposition F n'est pas la réponse? Oui. Parce que la négation de contenu, ce n'est pas contenu. Et n'est pas contenu, ça ne veut pas dire l'intersection avec A égale l'ensemble vide. Parce que n'est pas contenu, il se peut qu'il y ait une partie dans A et une partie dans le complémentaire. Parce qu'une partie qui n'est pas contenue dans une autre, ça ne veut pas dire que l'intersection avec l'autre est égale le vide. Ça veut dire que il y a des éléments dans l'intervalle qui n'appartiennent pas à A. Seulement des éléments. Et non pas l'intersection égale le vide. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Il faut faire attention lorsque vous prenez la négation de intersection égale le vide. Lorsque l'intersection égale le vide, la négation, ce n'est pas vide. Vous voyez? Donc, si vous mettez la négation de F, c'est l'intersection n'est pas vide. Et l'intersection n'est pas vide, ça ne veut pas dire que l'intervalle est contenu dans A. Vous pouvez comprendre dans les deux sens. Vous avez compris?
Merci. Très bien. Donc, j'espère qu'avec ces examens, vous allez avoir l'habitude de répondre à ce genre de questions. Et comme je vous l'ai dit depuis le départ, l'examen, ça va être ça. Donc, les étudiants qui sont assidus, qui assistent aux séances, qui travaillent, qui assistent ou n'assistent pas, qu'ils comprennent ce qu'il y a dans le polycopier. Donc, j'espère qu'ils vont avoir de très bons notes. Voilà. Donc, la question, Inch'Allah, nous allons avoir largement le temps pour discuter le cours, pour discuter, parce qu'on a terminé. Ça, c'est une bonne chose. Moi, je suis fier de ça. Parce que vous allez avoir largement le temps de faire les exercices, de faire les examens précédents et de faire des exercices complémentaires. Et donc, lorsqu'on va terminer les exercices ici, s'il y a quelqu'un parmi vous qui a d'autres exercices, il peut les proposer, on va discuter. C'est-à-dire, on aura, Inch'Allah, largement le temps, surtout que nous sommes fin décembre presque, et janvier, on aura tout le temps pour travailler encore. On ne va pas arrêter le travail, seulement les exercices. Mais le cours, vous allez avoir le temps largement pour le comprendre. Très bien. Donc, la question 10. Donc, pour ce genre de questions, lorsque vous avez des fonctions, la meilleure façon, c'est de tracer la fonction. C'est la meilleure façon pour ne pas se tromper. Donc, vous avez la fonction x plus 1 sur x. Et elle n'est pas difficile à tracer. La dérivée, c'est 1 moins 1 sur x au carré. Donc, il va s'annuler en 1 parce qu'on travaille seulement sur 0 plus l'infini. Et donc, il va en 0, c'est plus l'infini. En plus l'infini aussi, c'est plus l'infini. Donc, la fonction, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en 0, il va venir de plus l'infini. Il va y avoir un minimum. Il va repartir vers plus l'infini. C'est ça la fonction. Monsieur, on peut, monsieur, calculer la limite et traduire la limite en quantificateur. Oui, vous pouvez faire tout, mais la meilleure façon pour avoir une idée globale, c'est de faire une petite étude rapide de votre fonction. Donc, lorsque vous allez faire une étude, vous allez voir les limites, tout ça, les variations croissantes, décroissantes, minimum, maximum. Donc, vous allez être sûr de quoi vous allez parler. Donc là, la fonction x plus 1 sur x, c'est une hyperbole. Donc, en 0, il vient de plus l'infini. Il arrive à un minimum en 1. En 1, la valeur, c'est 2. Donc, la fonction, il arrive jusqu'à 2. Et puis, il reprend vers plus l'infini. Donc, il ne descend pas au-dessus de 2. La valeur minimale, c'est 2 de la fonction. Et donc, lorsque vous allez lire la réponse A, une fois que vous avez une idée de la fonction, qu'est-ce qu'il dit la réponse A? Quel que soit A, je peux trouver un x entre 0 et 1 qui est tel que la fonction f de x soit inférieure à A. Est-ce que ceci est possible? Non. Non. Parce que la fonction elle a a un minimum les en juges. 2. Voilà, si vous prenez un A qui est inférieur à 2, la fonction f de x ne peut pas être inférieure à 2. Entre 0 et 1. Parce qu'entre 0 et 1, qu'est-ce qu'il fait la fonction? Il vient de plus l'infini, mais elle arrête en 2. Si vous prenez une valeur inférieure à 2, vous ne pouvez pas trouver la fonction au-dessus de cette valeur-là. Donc, on n'a pas, quel que soit A, il existe x appartenant à 0, 1, tel que f de x soit inférieur à A. Parce que la fonction, il arrête sa descente en 2. Donc, la réponse A n'est pas vraie. B. Quel que soit A positif, il existe x appartenant à 0, 1, tel que x plus 1 sur x soit supérieur à A. C'est vrai. C'est vrai. Pourquoi? Parce que la fonction, il vient de plus l'infini. Entre 0 et 1, il vient de plus l'infini. Il peut prendre, f de x peut prendre des valeurs aussi grandes qu'on veut. Vous prenez n'importe quelle valeur A, vous pouvez toujours trouver une valeur x entre 0 et 1 telle que f de x soit supérieur à A. Ceci, ça provient de quoi? De la remarque qu'un étudiant il a dit tout à l'heure, c'est que la limite de la fonction en 0, c'est plus l'infini. Donc, la fonction, il prend des valeurs aussi grandes qu'on veut au voisinage de 0. Et donc, quel que soit A, il existe x appartenant à 0, 1,
tel que la fonction f de x soit supérieure à a. Donc moi, je vous conseille de faire rapidement une étude de la fonction. Vous allez voir sur quoi vous allez vous baser, le minimum, maximum, les limites, tout ça. Maintenant, on a trouvé la réponse correcte, mais on va voir les autres réponses. Il existe A, quel que soit x supérieur à 1, x plus 1 sur x est inférieur à a. Ça veut dire, cette réponse, ça veut dire que la fonction admet un maximum. Ce n'est pas vrai. La fonction f de x, dans l'intervalle 1 plus l'infini, n'est pas majorée. Parce qu'il va vers l'infini. En plus l'infini, il prend valeur plus l'infini. Donc la réponse C, elle est mauvaise, elle est fausse. D, il existe A, quel que soit x dans 0, 1, x plus 1 sur x, c'est inférieur à A. C'est la même chose. La réponse, elle est fausse parce que votre fonction, nous avons dit qu'il existe x, quel que soit il existe a, quel que soit x, la fonction n'est pas majorée parce qu'il va vers plus l'infini en 0. Donc, il n'y a pas de majorant. La réponse E, c'est archi faux, c'est parce que c'est quel que soit a, quel que soit x, x plus 1 sur x supérieur à a, c'est pas vrai. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas vrai, parce que c'est quel que soit a. Si vous fixez un x, vous faites a vers l'infini, donc ça, c'est archi faux. Et donc, la réponse correcte, on l'a trouvée. Voilà, c'était ça. Donc, pour celui qui est maintenant habitué à ces questions-là, le temps va être suffisant pour lui pour terminer, bien sûr, largement le contrôle. Donc, le temps qui reste, je vais juste voir les étudiants qui n'ont pas compris quelque chose dans le cours, ou bien un exercice parmi les exercices précédents. Monsieur, Oui, j'ai pas compris la question, la première question. la première, on va revenir à la première question. Voilà, on revient à la première question. Donc, j'espère que vous avez lu dans le cours l'algorithme d'Euclide pour déterminer le plus grand diviseur commun. Est-ce que vous l'avez fait? Oui. Et donc, dans cet algorithme, qu'est-ce qu'on fait pour déterminer le plus grand diviseur commun entre A et B? On fait des divisions euclidiennes. Et nous avons dit dans les vidéos, dans les explications, lorsque vous avez une écriture comme ça, le plus grand diviseur commun de A et B, c'est le même que B et 969. Parce que n'importe quel diviseur commun de A et B, c'est un diviseur commun de B et de 969. Et donc, l'algorithme d'Euclide, c'était très simple comme remarque. Au lieu de travailler avec A et B, on travaille avec B et le reste. 960. J'ai compris maintenant. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, il fallait voir cette observation au départ. Et comme ça, vous continuez. Vous faites la division de B par 969, vous avez le reste, et vous continuez l'algorithme. C'est-à-dire que vous avez maintenant le plus grand diviseur commun cherché, c'est celui de 969 et de 247. D'accord, merci. Voilà. Merci pour moi. Monsieur, pour moi, l'exercice 7. 7. 6. 6. Oui. Alors là, on va se concentrer sur deux formules qu'il faut connaître. Vous avez un ensemble E, et vous avez l'ensemble des parties de E. Quelle est la formule qui nous donne le cardinal de P de E? Est-ce que vous la connaissez? Non. Voilà. Est-ce que vous connaissez P de E? C'est quoi P de E? Oui, c'est... S'il vous plaît, la question c'est pour l'étudiante qui a posé la question. Est-ce que vous connaissez P de E? Non. Voilà. Donc, parce que les mathématiques, c'est une construction. Donc, chaque chose, il vient après l'autre, après l'autre, après l'autre. Mais on a le temps suffisant pour expliquer. Vous prenez par exemple 1, 2, 3.
ça c'est l'ensemble E. D'accord? Et on va faire la liste de toutes les parties de E. Donc, il y a le singleton 1, c'est une partie. Le singleton 2, le singleton 3. La partie formée par 1, 2, la partie formée par 1, 3, la partie formée par 2, 3. Il y a la partie totale, E. Il y a l'ensemble vide. Dans ce cas, si vous faites la liste et si vous comptez le nombre des parties de E, vous allez trouver 8. 8, c'est 2 à la puissance 3. Vous pouvez refaire la même chose avec 4 éléments. Vous prenez 1, 2, 3, 4. Vous allez essayer sur une page, sur une feuille, de lister toutes les parties de cet ensemble 1, 2, 3, 4. Lorsque vous allez faire le compte, vous allez trouver 2 à la puissance 4. Oui. Donc, P de E, c'est quoi P de E? C'est l'ensemble de toutes les parties de E. Toutes les parties possibles. Donc, y compris l'ensemble vide, c'est une partie, et E, c'est une partie. Donc, c'est ça P de E. P de E, c'est l'ensemble des parties de E. Donc, si vous faites le compte des parties de E, c'est exactement 2 à la puissance le cardinal de E. Est-ce que vous avez compris P de E? Parce qu'il y a des choses l'une après l'autre. Est-ce que vous avez compris P de E? Oui. Donc, il faut connaître le cardinal de P de E. C'est une formule, il faut la mettre en tête. Le cardinal de P de E, c'est-à-dire le nombre de parties de E, c'est 2 à la puissance cardinal de E. Cardinal de E, c'est le nombre d'éléments dans E. Voilà. Donc ça, c'est compris, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, nous avons un ensemble de départ E et un ensemble d'arrivée F. Et on veut construire toutes les applications possibles qui vont de E dans F. Par exemple, l'ensemble de départ, c'est 1, 2, 3. L'ensemble d'arrivée, il est formé de 2 éléments, A, B. Tu veux construire une application qui va de 1, 2, 3 vers A, B. Est-ce que tu peux me donner un exemple? 1 2 زعما نعملو بحال P2E. C'est-à-dire, oui, comment on va construire des applications. Par exemple, on va former l'image de 1, l'image de 2 et l'image de 3. Lorsqu'on veut donner l'image de 1, quelles sont les possibilités que nous avons? A. A ou B? Tu as le choix. Donc, combien de choix pour l'image de 1? 2. C'est 2 choix. Vous allez former l'image de 2. Combien de choix vous avez? 2. 2. Vous allez former l'image de 3. Combien de choix vous avez? A et 2. P2. Donc, c'est 2 fois 2 fois 2. C'est-à-dire c'est 2 à la puissance 3. Oui. Donc, si vous voulez construire l'ensemble de toutes les applications qui vont dans E dans F, si vous faites la liste et vous faites le compte, vous allez trouver exactement, c'est ça la formule que vous devez retenir, c'est le cardinal de l'ensemble d'arrivée à la puissance, le cardinal de l'ensemble de départ. D'accord. Tu peux répéter, monsieur, j'ai pas bien entendu. Oui, la dernière phrase ou bien depuis le début? La formule. La formule. Donc, on veut connaître le nombre de toutes les applications qui vont de E dans F. Alors, le nombre, c'est le cardinal de toutes les applications qui vont de E dans F. C'est comment? C'est le cardinal de F à la puissance, le cardinal de E. D'accord, monsieur, merci. Voilà. Donc là, on peut revenir à l'exercice qu'il n'a pas compris. C'est l'exercice 6. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que vous êtes avec nous, l'étudiante qui a posé la question? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez me donner la réponse maintenant? Vous avez l'ensemble des applications qui vont de P de E dans E. Quel est le cardinal de toutes ces applications-là? D'accord. Donc, c'est le cardinal de l'ensemble d'arrivée. C'est quoi le cardinal de l'ensemble d'arrivée? À quoi est égal? E. E. Quel est son cardinal? Le cardinal, c'est le nombre d'éléments.
c'est 3. Donc, le cardinal de l'ensemble d'arrivée, c'est 3. À la puissance, le cardinal de l'ensemble de départ. L'ensemble de départ, quel est son cardinal? Nous avons dit la formule, c'est 2 à la puissance cardinal de E. À la puissance 3. Donc, 2 à la puissance 3, c'est 8. Et donc, le cardinal cherché, c'est 3 à la puissance 8. J'espère que vous avez compris avec ces quelques explications. Oui, oui. Merci, monsieur. Très bien. Donc, même les gens qui sont venus en retard, ils ont largement le temps pour voir le cours et pour poser leurs questions, parce que nous avons le temps largement pour répondre à toutes ces questions-là. Et moi, j'ai fait le cours de telle façon qu'il ne soit pas trop chargé. Parce qu'avec les conditions dans lesquelles on travaille, ce n'est pas possible. Donc, moi, j'espère que vous reteniez au moins quelques idées de ce algèbre 1, les idées principales. Vous auriez le temps de faire des exercices. Pour moi, c'est la meilleure solution. Oui, monsieur. Monsieur, Oui? monsieur, pour la question 6, non, la question 5. 5. Oui? Oui. On peut dire que 6 est un élément minimal de L, ou bien c'est 0. L'élément minimal ici, c'est 0, et c'est le plus petit élément en même temps. 0 et 6. Hein? C'est 0. Non, pour L. C'est 0. Non, pour L, il n'y a pas 0 dans L. Oui, pour L. L, il y a le plus petit élément, C'est c'est 6. 6. Oui. C'est le plus petit élément. Ok, C'est c'est l'élément 6. minimal. Oui, c'est 6. 6, c'est le plus petit élément. Merci. Parce que 6, il est inférieur à 6 au carré, et ainsi de suite. Parce que les nombres pairs, ils sont ordonnés dans notre croissant. Donc, vous avez 6 inférieur à 6 au Oui, carré. oui, j'ai compris. Voilà, c'est bien. Monsieur, Oui? est-ce qu'on peut dire, lorsqu'on a par exemple f rang f-1 qui est bijective, on peut dire que f est bijective? La question 4? Ou une question quelconque? C'est une question de cours, c'est pas dans... Oui, oui, dis-moi. Lorsqu'on a f rang f-1 bijective, est-ce qu'on peut dire que f est bijective? Ici, vous avez déjà une erreur dans la phrase, parce que vous avez parlé de f-1. Lorsque vous parlez de f-1, ça veut dire que f est déjà bijective. Oui, oui. On ne peut pas parler de f-1 si f n'est pas bijective. Vous avez compris? Oui, oui, compris, monsieur. Voilà. Donc, toujours, pour les applications, on ne parle pas de f-1 si l'application n'est pas bijective. Mais vous pouvez parler de l'image réciproque d'une partie. Ça, c'est possible, toujours, même si f n'est pas bijective. L'image réciproque d'une partie, oui. L'image réciproque d'un élément, non. Il faut que l'application soit bijective. Et dans la question 5, je vais vous poser une question. Je vais vous donner 2 nombres. Vous allez me dire quel est le plus petit. Donc, le premier nombre, c'est 1000. Et le deuxième nombre, c'est 55. Qui est le plus petit, qui est le plus grand? 1000 et 55 est le plus grand. 55, c'est le plus grand. 1000, c'est le plus petit. Voilà, dans cet ordre-là, 1000 il est plus petit que 55. Donc, bien sûr, ici, je vous dis, en respectant le langage que nous avons dans la relation d'ordre. Vous avez une relation d'ordre précise, donc vous respectez cette relation d'ordre. Chaque fois qu'on vous donne une relation d'ordre, il faut se mettre à l'intérieur de cette relation d'ordre. Que ce soit
une relation comme ça, que ce soit la relation A divise B, que ce soit une relation d'ordre inclusion, parce que c'est aussi une relation d'ordre. Donc, il faut faire le schéma, il faut voir bien comment on vous a donné la relation d'ordre. Donc, n'hésitez pas à poser une question, hein, n'importe laquelle. Même 1 plus 1 égale à 2, c'est pas grave. Ok, vous pouvez répéter la question 8. La question 8. 8 Oui. D'accord. Je vais vous expliquer avec un dessin. Je vais faire un dessin et je vais vous expliquer. Ça c'est E, ça c'est A. La semaine prochaine, Inch'Allah, on va revenir au tableau parce que je ne suis pas de cette toile. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va retrouver notre tableau. Inch'Allah. Inch'Allah, bihamdillah. Donc l'équation, c'est A union X égale à E. Donc je vous montre un dessin. Vous avez l'ensemble E, vous avez la partie A et vous avez le complémentaire de A. D'accord? Et l'équation, c'est A union X égale à E. Donc X, il doit contenir nécessairement le complémentaire. Tarouri. Parce que si X ne contient pas le complémentaire, on ne va pas avoir l'union égale à E. Parce que nous, on cherche une partie telle que la réunion avec A doit donner E entier. Et donc, X, il doit contenir nécessairement le complémentaire. Donc, X, c'est égal le complémentaire, union, on va voir ici ce qu'on va ajouter. Le X, pour que la réunion avec A donne E, il doit contenir nécessairement tout le complémentaire, toute cette partie-là. Parce que c'est la partie qui manque pour avoir la réunion égale à E. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Là, c'est bien poser la question. Mais Oui. je peux ajouter une autre chose. Je peux ajouter regardez cette solution. Est-ce qu'il nous donne la réponse? La partie assurée entière, est-ce que l'union avec A, est-ce qu'il donne E? Oui. Vous êtes d'accord? Donc Oui, là où j'ai le choix, c'est dans le choix de la partie dans A. Je peux choisir n'importe quelle partie. Cette partie-là, j'ai le choix de la choisir. Ce n'est pas grave. Vous choisissez une partie quelconque dans A, ici, ça vous donne une solution. Et donc, qui va contrôler le nombre de solutions? C'est le nombre de parties dans A. La solution la plus petite, d'après le dessin, c'est quoi la solution la plus petite de l'équation A union X égale à E? C'est complémentaire de A. Ça, c'est la solution la plus petite. C'est le complémentaire. C'est-à-dire, c'est cette partie-là. Ça, c'est le complémentaire. Ça, c'est la solution la plus petite. Mais on peut ajouter une partie et ça va devenir toujours une solution. Donc, ce qui va donner une variation des solutions, c'est le choix de la partie dans A. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez compris le dessin? Sinon, on va changer d'explication. j'ai compris, monsieur. Voilà. Oui, monsieur, Et donc, on a oui, la réunion de A avec X est égale à E. est égal à E. Donc, c'est le complémentaire de A. Ça, c'est une solution. Le complémentaire de A, c'est juste une solution. Parmi d'autres. Parce que si vous ajoutez, par exemple, un élément, par exemple, je vous dis une chose. Par exemple, A, il contient ici, par exemple, un élément. Ici, vous voyez, dans A, j'ai mis un élément particulier 3. N'est-ce pas? Vous Oui. pouvez ajouter à X l'élément 3, c'est une solution. D'accord. C'est-à-dire, en ajoutant au complémentaire des éléments de A,
ça reste toujours une solution. Voilà. Donc, le nombre de solutions de cette équation, ça va dépendre des nombres de parties de A. Donc, on peut dire toujours que le nombre de solutions de cette équation, c'est le cardinal de P de A. C'est-à-dire c'est 2 à la puissance cardinale de A. Est-ce que vous avez compris? Oui. Maintenant, je vais faire un dessin pour l'intersection. A inter X égale à B. On va faire un autre dessin. Vous avez E, vous avez A et vous avez B. Ici, vous avez A inter X égale AB. Donc, moi, je cherche X. Donc, X, il doit contenir B. Mais je peux ajouter des éléments qui n'appartiennent pas à A. Donc, je fais une solution, c'est comme ça. Il n'y a pas une seule solution. Toute solution, il doit contenir la partie assurée, c'est l'intersection, c'est-à-dire B, mais il peut contenir n'importe quelle partie dans le complémentaire de A. Donc, vous avez toute solution, il s'écrit sous la forme B, union, une partie quelconque dans le complémentaire de A. Ça va donner toujours une solution. Et donc, quel est le nombre de solutions de cette équation? C'est cardinal de P de complémentaire de A. Mais c'est bien de travailler avec ces images-là parce que ça va enrichir votre imagination. Et les mathématiques, c'est l'imagination. Celui qui arrive à imaginer, qui arrive à dessiner, c'est comme s'il a 2 pieds. Il peut marcher. Celui qui n'arrive pas à imaginer, il n'arrive pas à marcher. Il reste bloqué. Donc, comment on développe notre imagination? C'est avec les dessins. Parce que notre cerveau, il doit imaginer des choses. Et comme ça, vous pouvez avancer. Donc, nécessairement, il faut développer cette capacité de faire des dessins, d'imaginer. Et comme ça, on peut voir plus clair. D'accord, monsieur. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, on est là, on a encore le temps. Monsieur, Oui, si on a deux applications, l'une, on a deux applications. oui, L'une est surjective et non injective. je vais noter comme ça, je vais pouvoir te suivre. Donc, des applications de E dans E. F et J. F et G. Deux F et G, applications. toutes les deux, ils vont de E dans E, pour simplifier. Oui. Oui, et les conditions, c'est quoi? F est injective et non surjective. Non surjective. Oui, Oui. Et G est surjective et non injective. non injective. Oui, On peut dire que G rend F est bijective. non. J'ai un F bijective. Attends, on peut avoir des exemples. Oui, c'est possible. On peut avoir G en F bijective avec seulement F injective et G surjective. C'est possible. Mais ce n'est pas toujours vrai. C'est-à-dire, avec les conditions que vous avez données, ça n'implique pas que G en F bijective. Ce qu'on peut dire, on peut construire deux applications qui vérifient ça. C'est-à-dire telle que F injective non surjective, G surjective non injective, et telle que la composée, elle est bijective. On peut donner des exemples. Mais il n'y a pas implication, parce qu'il faut faire attention. Si on dit que ça implique G en F bijective, ce n'est pas vrai. Si je vous dis qu'il y a des exemples qui vérifient ça, ça c'est autre chose. Parce que si je mets implique, ça veut dire que c'est vrai en général. Et là, ce n'est pas vrai en général. D'accord. C'est-à-dire, correspondant à les données que j'ai, je peux déduire la bijection. Non, vous ne pouvez pas déduire la bijection. D'une façon générale, vous ne pouvez pas déduire la bijection.
Mais même si j'ai tous les données que je dois avoir. Si vous avez F injectif non surjectif et G surjectif non injectif, ça n'implique pas en général que G en F il est bijectif. Je vais te Ça donner dépend de l'exercice. Je vais te donner un exemple très simple. Vous prenez un ensemble E fini. Par exemple, constitué seulement de 1, 2. Je vais faire ici le dessin. Un ensemble E qui contient seulement des éléments. 2. 1 et 2. Lorsque l'ensemble est fini, je ne peux pas construire une application qui est injective et non surjective. Ce n'est pas possible. Parce que lorsque les ensembles sont finis, injectif, ça implique surjectif. Si je travaille par exemple dans N vers N, oui, je peux construire des applications qui sont injectives et non surjectives. Je peux avoir des applications surjectives et non injectives. Et la composée n'est pas toujours bijective. C'est pas toujours. Toujours, donc, quelle est la condition pour que le composé soit bijectif? Alors, ici, quand vous avez posé le problème G en F bijective, normalement, lorsqu'on veut être sûr, il faut que les deux soient bijectifs. F et G doivent être bijectifs. Si F et G, toutes les deux sont bijectives, alors le composé, c'est bijectif. Mais s'ils ne sont pas bijectifs les deux, on peut rien dire. Dans le cas des ensembles infinis, on ne peut rien dire. J'ai compris. Voilà. Lorsque les ensembles sont infinis, on ne peut pas déduire G en F bijectif si F et G ne sont pas bijectifs. Ce n'est pas évident. Parfois, si vous travaillez dans des ensembles infinis, mais par exemple, vous travaillez avec des homomorphismes, d'espace vectoriel. Lorsque vous travaillez avec des homomorphismes, là, il y a d'autres règles. L'injectivité, par exemple, en dimension finie, ça implique bijective. Surjective, ça implique bijective. Mais ça, c'est vraiment homomorphisme, espace vectoriel, dimension finie. Il y a d'autres conditions. Votre question, elle était en général, on ne peut pas dire G en F bijective si G et F ne sont pas bijectifs. De façon générale, on ne peut rien dire. D'accord. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres problèmes à part algèbre 1? Est-ce que vous arrivez à suivre les autres matières? Oui. Un peu. Oui, si vous avez des questions même, c'est-à-dire si on termine maintenant les questions concernant algèbre 1, si vous avez des questions concernant les autres matières, vous pouvez les poser. D'accord, monsieur. Et je vous conseille de travailler toutes les matières en même temps. Il ne faut pas faire le jeu, laisser une matière jusqu'à une date ultérieure. La meilleure façon, c'est de travailler tout en même temps. Et comme j'expliquais avant, le travail, il y a des étapes. La première étape toujours, c'est quoi? Si vous avez bien appris les règles, les définitions et les théorèmes. Toujours. Les apprendre. Après, les exemples. Et les exemples. Voilà. Les exemples, les définitions, les exemples et les théorèmes. Pour ne pas perdre beaucoup de temps. Une fois que vous avez fait ce travail pour toutes les matières, vous revenez à chaque matière et vous essayez de travailler plus profondément, c'est-à-dire regarder les démonstrations, faire des exercices plus difficiles, de bien réfléchir, parce que notre cerveau, plus vous lui donnez le temps de réfléchir, et plus il vous donne beaucoup d'idées. Si vous restez devant un paysage, vous le contemplez,
vous allez déduire beaucoup de remarques. Donc, celui qui travaille plus, bien sûr, et méthodiquement, il va obtenir plus de résultats. Donc, lorsqu'on termine les questions sur Algèbre 1, vous pouvez aussi poser des questions dans les autres matières. Monsieur, Oui, on avait un exercice dans l'analyse 1. oui. C'est qu'on utilise les actions de corps ordonnés de Q. Est-ce que vous avez appris les axiomes d'un corps ordonné? Est-ce qu'il vous les a donnés? Non. Voilà, donc là, il y a un vide. Comment compléter ce vide? Parce que pour travailler un exercice, il faut connaître les définitions. Donc, qu'est-ce que vous devez faire en première étape? Ouvrir Internet et faire axiome de corps ordonné. Parce que sans connaître ces actions-là, vous ne pouvez pas travailler les exercices. D'accord, merci. Voilà, c'est très facile parce que j'ai reçu la question d'autres étudiants et donc je leur ai donné des sites où il y a, vous pouvez le faire vous-même bien sûr, vous pouvez mettre corps ordonné. Si vous travaillez dans R, vous mettez axiome de corps ordonné sur Q ou sur R, et vous allez avoir beaucoup de documents, donc il faut seulement souligner ces axiomes-là. Et c'est avec ces axiomes que vous allez travailler les exercices. Vous ne pouvez pas travailler un exercice qui repose sur des axiomes sans connaître ces axiomes-là. L'exercice, normalement, il n'est pas difficile. Vous pouvez même trouver la solution, ce que vous trouvez, ce que vous cherchez. Lorsque vous allez mettre coordonnées, vous allez trouver plusieurs documents. Donc, il suffit de lire rapidement. Il ne faut pas approfondir la lecture. Il suffit de prendre l'essentiel et de travailler avec. C'est une façon d'avancer dans votre formation. Il faut apprendre à chercher l'information et la travailler. Alors, d'autres questions? Monsieur, Oui? j'ai pas compris une question. Contrôle اللي خدمناه نهار الثلاث. Oui, dis-moi, on va revenir. La question numéro 4. Attends, je reviens. La question 4, oui. J'ai pas compris pourquoi on a choisi F. فاش عملنا F rond W يمكننا نعدلو G و H وغادي يعطيونا le même résultat. Alors, كيفاش غتلقى le même résultat? De la même façon qu'on a appliqué. Oui. Comment on va faire? Dis-moi. À partir des hypothèses, comment on va faire pour trouver GH? Parce que il y a deux conditions. La première condition, FGH, c'est injectif. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Vous avez une donnée, c'est que cette application est injective. Qu'est-ce que je peux déduire? Que le terme à droite, il est injectif. C'est tout ce qu'on peut déterminer. C'est-à-dire qu'on peut tirer de là que H, elle est injective et que G en H aussi, elle est injective parce que c'est un terme à droite. Est-ce que vous avez compris ce passage? Oui. Bon, d'accord. Donc, nous avons H et G en H qui sont injectifs. Maintenant, si vous partez à la deuxième condition, vous avez GHF qui est surjectif. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Le terme à gauche. Le terme à gauche, c'est G ou bien G en H. Ce sont deux termes à gauche. Donc, nous avons trouvé que G elle est surjective, H elle est injective et que G en H elle est bijective. On ne peut pas en déduire autre chose. Tout ce qu'on peut dire, c'est que G en H elle est à la fois injective et surjective. Donc, elle est bijective. Donc, les données de l'exercice, il m'a permis de dire que l'application que nous avons appelée W, c'est G en H.
W, elle est bijective. Et ça, c'est important. Parce que lorsque vous avez une application bijective, vous pouvez travailler avec W-1, avec la réciproque. Et donc là, vous avez F rang W qui est injective et W rang F qui est surjective. Là, le G et le H, ils ont disparu. On n'a pas de renseignements sur G et H. On ne peut rien dire d'autre. C'est-à-dire, les informations que nous avons, ils ne permettent pas de dire autre chose sur G et sur H, à part que G elle est surjective et que H elle est injective. C'est tout ce qu'on peut dire. Et pourquoi on ne peut pas dire que H rend W est injectif? Mais H elle est injective, d'accord. H elle est injective. W aussi elle est injective. Vous pouvez dire que H rond W elle est injective, c'est possible. Mais qu'est-ce que ça va vous donner? C'est bien, on peut dire beaucoup de choses, mais il faut viser les réponses que vous avez ici. Vous pouvez dire que H elle est injective, W elle est injective, mais qu'est-ce que ça va vous donner H rond W? Vous voyez? Là, il faut orienter les informations vers les réponses que nous avons. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Dites quelque chose. J'ai pas bien compris. Et il faut suivre les informations, c'est ça. Donc, vous avez W bijective et nous avons F rond W qui est injective. Donc là, je peux utiliser W-1. C'est-à-dire, lorsque vous avez dit que H rond W, il est injectif. Si vous composez avec W-1, vous n'allez rien trouver. Vous allez trouver toujours H injectif. Alors que F rond W injective, vous allez composer par W-1 qui est injectif, vous allez trouver F qui est injectif. Et oui, et par suite, on ne peut pas dire que W rond H est surjectif. Il faut que H soit surjectif. Ici, H n'est pas surjectif. Ah, d'accord. Et H n'est pas surjectif. Oui. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la meilleure façon, c'est F rond W qui est injective, W-1 injective. Vous composez avec W-1, vous trouvez F injective. De l'autre côté, vous avez W rond F surjective et W-1 est surjectif. Vous composez, vous trouvez F surjective. Donc, F, elle est à la fois injective et surjective. Alors, on peut construire un exemple où aucune de ces applications GH n'est bijective et que seulement F qui est bijective qui va donner ces conditions-là. On peut donner des exemples, vous pouvez vous amuser à les faire en N. Essayez d'imaginer des applications qui vous donnent toutes ces conditions-là. Par exemple, je vais vous indiquer une chose. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez F est égal à l'identité. F égale l'identité. Donc, il est bijectif. Je vais choisir GH de telle façon que H n'est pas surjective et G n'est pas injective. Donc, ils ne sont pas bijectifs. Et ça, c'est un exemple que nous avons déjà donné dans le cours. Je pense même dans les vidéos. Vous avez deux applications GH de N dans N. L'une injective non surjective et l'autre G. Elle est surjective et n'est pas injective. Lorsque vous composez H rond G, vous trouvez n'est pas injectif.
c'est seulement échelon H qui est bijectif. Donc là, ce qu'il faut faire, vous connaissez les règles, vous les appliquez et vous essayez de vous orienter vers les réponses que vous avez ici. Alors là, les examens précédents, je choisis 2 ou 3 questions qui ne sont pas faciles. Mais cette année-là, je ne vais pas choisir les questions difficiles. C'est-à-dire là, ça demande un peu de réflexion, ça demande un peu de travail pour distinguer entre les étudiants. Mais maintenant, avec les conditions dans lesquelles on travaille, je vais éviter ce genre de questions qui demandent beaucoup de réflexion. Merci. Mais avant, bien sûr, on se donne ce luxe-là de choisir 2 ou 3 questions pour pour différencier entre les étudiants. Mais maintenant, je ne peux pas me permettre ça parce qu'on travaille vraiment dans des conditions extrêmes. Voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, vous les laissez de toutes les manières. Vous préparez vos questions pour la prochaine fois, Inch'Allah, le mardi à 10h. Et donc, merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.